retour sur TV Finance. Christian Parizeau est avec nous pour l'interview du jour. Bonjour Christian, bonjour. Vous êtes un économiste chez Aurel BGC. On va parler des banques centrales cette semaine qui sont à l'honneur en fait depuis une semaine avec la BCE qui a annoncé un nouveau plan de rachat massif de dette et puis la Fed qui a baissé une nouvelle fois ses taux. Qu'est-ce que ça signifie parce que l'économie ne va pas si mal. Alors c'est un peu tout le problème. Alors le pire c'est aux États-Unis avec Monsieur Powell, parce qu'il nous dit l'économie va très bien, le marché du travail est tendu, la consommation est là, mais il y a un problème, il y a une incertitude, et cette incertitude finalement c'est cette guerre commerciale, c'est ce que va faire finalement l'administration Trump, même s'il se garde bien de citer le nom, mais grosso modo c'est l'ennemi de la croissance, c'est Trump aujourd'hui aux États-Unis, et il nous sort vraiment l'idée qu'il faut baisser les taux de manière préventive. Alors ça se défend, on va dire, ils sont préventifs, ils veulent essayer de rassurer les agents économiques, mais derrière, il a tout un discours qui est quand même axé très fortement sur l'incertitude. Donc en gros, il nous envoie un message en nous disant « je baisse les taux un peu par avance, par anticipation face à un risque, donc ayez confiance, investissez, mais nous, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas où on va. » Donc c'est quand même un message assez ambigu, j'ai trouvé, et puis surtout, c'est une baisse des taux, alors qu'ils ne révisent pas à la baisse leur projection de croissance, donc c'est un peu une baisse des taux, on se dit « pourquoi baissent-ils les taux finalement s'ils sont si optimistes, s'ils sont certains de la croissance ?» Donc je pense qu'il y a un vrai problème de communication qui trouve son origine quelque part dans les divisions internes au sein du FOMC. On a vu que 3 membres s'opposaient à ce communiqué, ce qui est quand même relativement rare. Généralement, c'était voté à l'unanimité. Et puis, on sait, les dernières minutes de juillet nous avaient montré qu'il y avait quand même des vraies dissensions entre les membres. Donc déjà ça, et puis ça se voit dans les prévisions de taux. Certains nous disent, on va encore baisser, d'autres qui veulent pas baisser, d'autres même, un qui veut même monter les taux. Donc on voit que c'est quand même assez étonnant. On a tous les mêmes statistiques, on a tous un peu la même projection en termes d'économie qui est loin d'être dramatique. Et puis derrière, on réagit face à cette incertitude politique de manière très diverse. La BCE, c'est la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'elle en fait trop? C'est un peu ça la question. Certains, du côté allemand, on va dire, trouvent que véritablement c'était pas nécessaire, que ça apporte rien et que finalement la Banque centrale a été trop loin. Et puis d'autres qui se sont avancés, peut-être comme Monsieur Draghi, juste avant de partir à la retraite, il s'est dit je vais vraiment communiquer sur quelque chose de très accommodant. Et puis finalement, moi, ce que je retiens surtout de cette phase, de ces éléments-là, c'est que c'est plus la magie des banques centrales, puisqu'on voit que les marchés ont finalement très très peu réagi, malgré des annonces quand même pour la BCE qui était loin d'être qui était forte, qui était loin d'être mineure, et finalement peut-être on a un tournant là qui est en train de s'opérer, c'est que d'une part est-ce qu'on peut faire vraiment plus, et on commence à percevoir, et ça rejoint un peu ce que nous disait l'OCDE hier, que finalement c'est plus de la main des banquiers centraux, que finalement le soutien supplémentaire c'est plus les banquiers centraux, mais c'est peut-être la politique budgétaire, et peut-être que les marchés maintenant commencent à mettre un peu ça de côté en disant que finalement c'est le vrai soutien aujourd'hui viendra plus des États, des politiques budgétaires, plus que des discours des banquiers centraux. Mais est-ce que c'est pas les marchés financiers aussi qui fabriquent la décision de politique monétaire, parce que bien avant que Jay Powell s'exprime, tout le monde s'attendait à cette baisse des taux. Mais comment ça se fait qu'ils s'y attendaient? C'était un peu le problème. Ça, c'est ce qui me gêne le plus, c'est dire la Fed va baisser ses taux parce que le marché l'anticipe. Donc on s'est un autoréalisateur, et c'est toujours très gênant d'avoir ça comme argumentaire de fond. Et du coup, la Fed le fait parce qu'elle a peur. Voilà. Alors après, elle aurait pu aussi avoir un discours. Monsieur Powell pouvait faire un discours en disant on va pas baisser les taux, ou on le fera qu'en octobre ou en décembre. Donc ils peuvent quand même un peu organiser ça, ils peuvent un peu orienter les anticipations, mais je pense que l'un des gros problèmes qu'ils ont eu là, c'est qu'étant donné qu'il y avait tellement de dissensions au sein du comité de politique monétaire, ils n'étaient pas tous du même avis, c'était très difficile pour Monsieur Powell de prendre la parole et de parler au nom des membres du Fed. Donc je pense qu'il y a eu un vrai problème et il y a eu un vrai débat pendant 2 jours entre les membres, et finalement Draghi lui s'était avancé, il était parti un petit peu tout seul, et je pense que les Allemands n'étaient pas d'accord totalement. Par contre Powell a été beaucoup plus prudent, et on le sentait quand même assez mal à l'aise durant la conférence de presse. J'ai l'impression que ça a été difficile de trouver un consensus dans cette politique monétaire, mais parce que finalement on voit que c'est compliqué aujourd'hui, il y a de l'incertitude, et le discours il a du mal à tenir aujourd'hui, parce que c'est vrai que s'il y a vraiment de l'incertitude, si vous n'y voyez pas clair, pourquoi voulez-vous que les entreprises investissent et y voient clair? Donc il y a un discours qui est un peu ambigu aujourd'hui aux États-Unis de la part de M. Powell, à mon avis. Oui, la politique monétaire c'est pas une science exacte, mais qu'est-ce qu'on fait dans un futur proche si on croise une récession? Alors ça c'est la bonne question. Alors du côté des États-Unis c'est très clair, on n'ira pas en taux négatif. Alors c'est vrai que Madame Yellen avait interrogé son service juridique, les taux négatifs c'est un impôt sur les banques, et donc la Fed n'a pas le droit de lever l'impôt, donc c'est que le Congrès. Donc il y aurait un risque juridique, et puis surtout Powell a très clairement dit qu'il veut pas aller dans le négatif. Donc lui il pense tout de suite rachat d'actifs, injection de liquidités sur les marchés. Donc c'est toujours la même réponse. Par contre il a eu un discours qui est assez étonnant, il a dit la politique monétaire n'améliorera pas la croissance potentielle de l'économie américaine,
Ça, c'est que la politique budgétaire. Donc déjà, il commence à se déchausser du côté de la politique budgétaire. Et puis, il a dit aussi, nous, on a un impact sur la confiance, sur le long terme, mais on n'a pas forcément un impact de court terme. Donc, ce qui est un peu paradoxal, alors qu'ils réagissent finalement à un risque relativement de court terme, de risque politique, qui est un risque de guerre commerciale. Mais on voit qu'il a quand même un petit peu mis en disant, il ne faudra pas s'attendre qu'à nous et qu'il y aura quand même un besoin de soutien de la politique budgétaire. C'est un discours qui revient beaucoup. Je le disais pour l'OCDE, on voit aussi du côté de la BCE avec Madame Lagarde qui commence à beaucoup. C'est peut-être qu'elle va insuffler. Voilà. Donc, au FMI. Voilà, c'est ce qui me fait dire que véritablement on tourne une page peut-être de ces banquiers centraux qui étaient market movers, qu'on attendait toujours plus d'eux. La main peut-être est en train de repasser du côté des politiques budgétaires et des attentes en termes d'annonce des politiques. Mais comment on va faire en Europe parce qu'on n'a pas une politique budgétaire uniforme? Alors on n'a pas une politique uniforme, mais on a l'Allemagne qui est le marqueur finalement de l'Europe, parce que vous savez, la Grèce peut faire ce qu'elle veut, mais c'est ce qui fait bouger les marchés, c'est quand même l'Allemagne. Et donc aujourd'hui, véritablement, ce que tout le monde attend, ça serait un discours venant de l'Allemagne et venant, c'est vrai, d'un pouvoir politique assez affaibli aujourd'hui, mais le marqueur aujourd'hui, ça reste l'Allemagne et éventuellement, si l'Allemagne remettait un peu en cause son orthodoxie budgétaire. Et en relançant donc des investissements. Et une des causes du ralentissement mondial, on le sait, c'est aussi du côté chinois. Il y a un rapport qui est sorti, que l'OCDE a sorti cette semaine, qui nous dit que la guerre commerciale aurait un impact de baisse de croissance de 1% sur la Chine. Oui, alors c'est toujours très difficile d'évaluer l'impact. Nous, ce qui nous gêne, c'est que le problème, c'est que le ralentissement chinois n'est pas lié qu'à cette guerre commerciale. Il y a deux éléments. La guerre commerciale, juste pour vous donner une idée, les exportations de la Chine vers les États-Unis, c'est 4 points de PIB. Il faut savoir que la Chine exporte beaucoup de biens, mais en importe aussi pour produire ces biens. Il y a un contenu à l'import qui est important. Et en gros, il y a 50% des biens de ce qui est exporté vers les États-Unis est importé par la Chine. Donc en réalité, c'est 2 points de PIB. Et sur ces 2 points de PIB, tous les biens n'étaient pas taxés au premier semestre. Donc finalement, c'est 1 point de PIB seulement qui a été vraiment taxé et qui pourrait avoir un impact. Et là, on voit une économie chinoise qui ralentit assez nettement. Alors, je nie pas l'effet psychologique, je nie pas l'impact sur le comportement des chefs d'entreprise, l'impact sur les exportations, mais même si vous prenez seulement que les exportations, la baisse des exportations vers les États-Unis est très modeste. Donc le ralentissement chinois, pour moi, n'est pas lié qu'à cette guerre commerciale. On se focalise beaucoup là-dessus. C'est une source d'incertitude, je ne la nie pas, mais je pense que la Chine ralentit aussi pour d'autres facteurs, des facteurs de surinvestissement, de mauvaise allocation de l'investissement, et puis des facteurs démographiques. Et ça, faut pas l'oublier. La Chine, c'est comme le Japon, c'est un pays qui va vieillir très vite. Alors, beaucoup moins avancé que le Japon, mais le haut de la population active, c'est actuellement, voire un peu 2018, 2019, 2020, c'est à peu près ça le pic d'activité. Et on est aujourd'hui véritablement sur une Chine qui vieillit et qui va vraiment impacter sa croissance avec une productivité qui reste faible, en partie à cause des entreprises publiques et des surinvestissements. Donc pour moi, on paye aujourd'hui quand même un vrai élément de fond, il ne faut pas l'oublier. Et à vouloir dire toujours que la Chine va redémarrer, que c'est juste un problème temporaire, attention, il y a des vrais changements structurels qui s'opèrent dans l'économie chinoise et qui sont peut-être accélérés par cette guerre commerciale. Je le nie pas. Ça accélère conjoncturellement. Mais attention, on était quand même sur un trend très largement de ralentissement de la Chine et on va peut-être s'apercevoir que nos projections de 6,5% de croissance, officiellement, ce que souhaiterait le gouvernement, ne sont pas tenables, mais pas que pour des raisons guerre commerciale, mais aussi pour des raisons beaucoup plus structurelles et internes à la Chine. Et un dernier mot sur le Brexit. Est-ce qu'on en sait un peu plus? En quoi ça ralentit toujours les investisseurs? Ça, par contre, c'est une vraie incertitude, ça je le reconnais, et c'est très difficile aujourd'hui de se projeter tant en termes sur les marchés que sur les entreprises avec ce Brexit. Ce qui ressort aujourd'hui quand même, c'est qu'on est quand même vraiment dans un point de blocage. Il y a véritablement un rejet de la part du Royaume-Uni sur le système de backstop. Monsieur Juncker nous a dit hier, pas de problème, on peut l'enlever, mais trouvez-moi une autre solution. Et en 2 ans, on l'a pas trouvé. donc, grosso modo, on est quand même vraiment dans un blocage et un vrai risque de hard Brexit. Là, on est dans le domaine politique. Et moi, mon sentiment, c'est que M. Johnson essaye de faire porter à l'Europe le Brexit. Lui, il a eu son Parlement qui lui interdit de faire un hard Brexit. Donc, il voudrait que ce soit l'Europe qui déclare on vous fait plus de report et on va vers un hard Brexit. Et ça serait l'Europe qui aurait la faute. Donc là, on est totalement dans un jeu politique. Mais sur le fond, le risque de hard Brexit, pour moi, n'a jamais été aussi fort aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a une vraie volonté de la part des dirigeants anglais de sortir à n'importe quel prix, et de l'autre, on est dans un jeu politique, à savoir qui va porter la responsabilité vis-à-vis de l'histoire, mais que finalement, on n'a pas de solution, puisque
puisque la solution irlandaise finalement est une solution insoluble et on s'aperçoit que finalement il y a une forte chance que ça se passe mal. Donc là on est vraiment sur un risque politique qui est vraiment à prendre en compte, qui est difficile à évaluer, dont l'impact économique est particulièrement difficile à évaluer, mais qui est vraiment un élément aujourd'hui, peut-être le principal, parce qu'on voit que les autres risques, il y a l'Iran, il y a l'aspect géopolitique qui est aussi présent, mais dans les risques politiques, c'est vraiment celui-là qui est aujourd'hui, à mon avis, qui va être le plus présent dans les prochaines semaines et qui peut vraiment impacter les marchés financiers. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures justement pour limiter cet impact sur les marchés financiers? Je sais que la Banque d'Angleterre attend de savoir ce qui se passe, mais regarde comme ça de très près. C'est compliqué parce que ça va être une désorganisation de la chaîne de production, très clairement. Bon, alors après, on ne sait pas ce qui est préparé, ce qui ne l'est pas, et surtout, ça va être surtout pour le Royaume-Uni une hausse des coûts. Qu'on le veuille ou non, il y a quand même une hausse des coûts des importations, et donc c'est un élément qui va générer de l'inflation. Donc ça va aussi un peu handicaper ce que peut faire aussi la Banque centrale d'Angleterre. Donc on est dans des éléments d'incertitude. Et puis surtout, comment réagir? Parce qu'on sait qu'il y a un impact de court terme, mais on sait que les entreprises savent s'adapter. Donc il y aura cet impact de court terme qui va peut-être affecter sur un trimestre, mais après on s'adapte. Mais après il y a surtout un impact de long terme en termes de baisse d'investissement, de compétitivité de l'Angleterre, et puis des relations entre l'Europe et l'Angleterre qui s'annoncent compliquées. Donc il y a vraiment des éléments difficiles à évaluer aujourd'hui, difficiles aussi à faire la part de ce qui sera court terme et long terme. Et donc pour moi, pour un investisseur, c'est pas le moment de prendre des risques sur des entreprises exposées au Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de visibilité, on peut pas le modéliser. Donc là, c'est un vrai problème de valorisation derrière pour les marchés. On l'attend toujours. Merci beaucoup Christian Parizeau pour cet éclairage.